3 fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans 3 fois par jour. Je m'appelle Florent Piard, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons 3 fois par jour. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. J'essaie celle-là. Ça va peut-être être petit pour toi, je pense. Attends, je vais mettre mes bandes. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Cyril Morino, maraîcher dans le Perche, et de sa compagne Anne. Cyril fait partie de cette vague de néo-ruraux qui se sont lancés dans l'aventure paysanne, tendance de fond qui s'est fortement accélérée au cours des dernières années en France. En 2016, Cyril fait le pari de se reconvertir en maraîchage avec le souhait d'exploiter une ferme à taille humaine. Son projet s'inscrit depuis le début dans une démarche d'agriculture paysanne et biologique. Nous travaillons avec Cyril depuis 2017. Dès notre première rencontre, il me semblait nécessaire de soutenir un projet comme le sien. Avec nous, il revient sur son parcours, ses motivations initiales, ses convictions et les difficultés qu'il a rencontrées depuis son installation. Je vous souhaite une excellente écoute. Tu cultives quoi comme surface ? Eh ben, il y a 200 mètres carrés de serre. Il y a une parcelle d'environ 5000 mètres carrés en verger. Ici, là où on est, il y a à peu près 5000 mètres carrés aussi. La parcelle un peu plus bas où je fais la forêt comestible, il y a 2-2. Là, on va voir la zone où je vais faire de la feuille, et, les épinards, la mâche. Donc c'est pas énorme finalement en culture par rapport au volume qu'on peut produire. Donc on est loin de l'intensif. Cyril, est-ce qu'on peut revenir dans un premier temps sur ton parcours ? Le parcours est assez classique, on va dire, en tout cas pour le début, informaticien, donc cadre, avec des responsabilités. Et puis, voilà, donc c'est assez standard de notre époque, on va dire, assez classique. Et puis un jour, on se rend compte que la vie passe très vite. Et c'est peut-être pas ça la vie, c'est peut-être autre chose. Il y a eu un déclic ? Tu sais, on parle des fois de la crise de la quarantaine. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis interrogé parce que, ok, on gagne de l'argent, mais est-ce que c'est pas plus important de voir grandir ses enfants que de gagner du fric, quoi. Alors c'est un peu tard parce que les enfants ont bien grandi, mais on peut essayer de faire les choses différemment pour leur montrer que le modèle que j'ai dû suivre, c'est pas forcément le meilleur, ou en tout cas, c'est à chacun de se poser la question de savoir ce qu'il veut dans la vie, quoi. Et je crois qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de ça, quoi. Et donc j'ai commencé à me poser des questions, savoir qu'est-ce que je devais faire. Heureusement, à cette époque-là, la boîte a traversé une nouvelle période économiquement difficile, et donc ils ont cherché les gens qui voulaient partir. Et donc j'ai voulu partir. Alors ça a été un peu long parce qu'ils m'ont demandé 6 mois pour former des gens pour reprendre mon boulot. Et donc pendant ce temps-là, j'ai mis en vente la maison que j'avais à côté de Dreux, et puis et essayer de préparer, de chercher un lieu pour s'y établir. Donc tout ça c'est arrivé en même temps en fait. Donc il fallait vendre la maison, trouver un lieu, trouver une formation, et donc voilà, ça n'a pas été facile, quoi. Période assez stressante. Il fallait que ça aille vite tout ça, parce que j'allais me retrouver au chômage, et donc ça veut dire qu'une fois que je serai au chômage, il fallait quand même que je continue à payer les traites de la maison, donc il fallait que ça parte assez vite. Et donc, malgré quelques difficultés, on a réussi enfin à vendre la maison. Et puis, on avait trouvé ici déjà. Oui. On avait visité, en fait, Anne était enseignante, on a en Eure-et-Loire,
On savait que ce serait peut-être compliqué pour elle de trouver autre chose ailleurs, donc on a pris l'Eure-et-Loir pour essayer de trouver quelque chose. Donc une terre avec, fallait au moins, un gros minimum c'était 1 hectare, avec un puits, et puis une maison qui soit habitable. Bon, l'idée c'était de ne pas utiliser l'eau du réseau, quoi, d'être autonome. Et donc on a trouvé ici, et donc on s'y est installé. Et c'est là que les choses ont commencé. Faut démarrer. Faut démarrer, et puis surtout, il fallait réfléchir à quel modèle économique créer. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le projet. Donc j'ai pas foncé tête baissée, et puis surtout, j'avais pas beaucoup d'argent, donc le peu que j'avais, il fallait que ce soit correctement investi, quoi. Et je voulais pas prendre de prêt, quoi. Et puis le but, c'était pas d'investir beaucoup, c'était déjà de voir est-ce que ça allait me plaire, est-ce que j'allais être capable de le faire, etc. Là, sur les betteraves, c'est organisé par type de culture. Donc là, c'est de la racine. Donc il y a de la betterave, des navets. Tu amendes tes terres? Principalement avec les légumineuses et puis des engrais verts, comme de la moutarde, par exemple. De la moutarde. Et puis cette année, j'ai des apports en minéraux. Parce qu'en fait, la légumineuse apporte de l'azote, mais on a toujours des déficits en potasse. Donc ça, le rééquilibrage, je le fais avec des apports en minéraux. Et puis après, j'ai pas envie d'épuiser le sol, donc c'est pour ça que j'aime bien laisser des temps de repos et que je suis pas en intensif, quoi. Pas de fumier, pas de compost. Compost, on en a un petit peu pour nous, mais après du fumier, ça nécessiterait d'avoir, vu la surface, il faudrait un épandeur. Et surtout, c'est que je serais dépendant d'un apport extérieur. Et puis là, pour le coup, le fumier, c'est tout de suite des gros volumes, quoi. Donc voilà, là, il y a peut-être 9 variétés de betteraves. Donc on va voir ce que ça donne, et puis, mais là, ça a bien pris. Petite ferme, donc on a fait plein de choses. J'ai même eu des abeilles, donc on a fait de l'apiculture. Et puis il y a un verger à s'occuper. Et donc tout ça, le problème, c'est que c'est du travail, donc c'est un petit peu à chaque fois qu'on rajoute, et au bout d'un moment, il y en a trop, quoi. On peut pas tout faire. Mais ça, on ne sait pas tout ça quand on arrive. On réajuste la production. Si on en fait plus, il y a plus de travail, mais il y a plus d'entretien, plus de récolte, et donc ça va très vite, hein. Puis comme je fais mes semis, c'est aussi beaucoup de temps. Et donc, effectivement, les semaines ne sont pas extensibles. Et pendant un moment, c'était 7 jours sur 7, quoi. Première année, alors j'ai fait beaucoup. En fait, j'ai fait peu de variétés, mais beaucoup en volume. Et donc, j'ai fait, par exemple, beaucoup de patates. Vraiment beaucoup. Mais comme j'étais pas équipé, il fallait récolter, quoi. Et quand on en fait beaucoup et qu'il faut récolter, on voit la parcelle et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et j'ai fait aussi beaucoup de tomates. Je crois que j'avais 700 pieds de tomates première année. Bon, les tomates, on passera parce que ça m'a permis de voir qu'il y avait le mildiou, hein, dehors. Parce que c'était pas des tomates sous serre, c'était des tomates de plein champ, et donc ça a chopé le mildiou. Et donc je sais pas, on a dû récolter et vendre quelques kilos, quoi, sur les 700 pieds. Enfin, c'était une belle perte. Et c'est là que j'ai vu qu'il me fallait des serres, quoi. Alors après, les patates sont arrivées, et puis là, il faut récolter. J'ai plein de gens qui sont venus m'aider à récolter, donc avec des pioches, des seaux, et puis des sacs. Le problème, il faut s'équiper un minimum, parce que alors tout est faisable à la main. Mais après, au bout d'un moment, on trinque, quoi, en termes de santé. Si je fais pas en mettant un peu plus de mécanique, dans ce cas-là, il faut embaucher, quoi. Mais quand tu démarres une activité que tu n'as pas l'argent, déjà, en fait, j'ai démarré, je ne pouvais pas me payer, quoi.
D'où l'entraide. Mais c'est là que je me suis dit, ok, là je l'ai fait cette année, mais je ne vais pas pouvoir refaire ça l'année prochaine, quoi. C'est pas possible. Et comment ça a été perçu ton projet, notamment par les agriculteurs du coin? Dubitatif. Mais en fait, ils savaient que j'étais pas agriculteur à la base, quoi. Donc un citadin, au départ, j'avais même pas de tracteur. Donc beaucoup de gens, quand ils passaient le long de la route, ils regardaient ce que je faisais. Et puis, quand on veut faire du bio et pas du conventionnel, on a forcément, il n'y a pas de traitement, quoi. On n'a pas de traitement. Donc ça fait, pour eux, c'était pas propre. Voilà, ma terre. C'est pas propre. Faut que ce soit propre. Et donc les gens ont pas mal rigolé, quoi. Mais après, les agriculteurs eux-mêmes ont pu voir qu'on arrivait quand même à sortir quelque chose, à avoir une production. Alors ça restait pas propre, mais finalement, malgré tout, j'arrivais à produire quelque chose. Je pense que les gens, au bout d'un moment, se sont rendus compte que pour quelqu'un qui n'avait pas de disposition à faire ça à la base, c'était peut-être courageux de le faire. Donc j'ai entendu moins de choses négatives sur le sujet. Il y a une belle araignée là. Oui, il y en a beaucoup des comme ça. Donc là, tu vois, c'est la dernière parcelle sur laquelle je travaille, avec les différentes variétés de navets. Il y a déjà pas mal de courges. Ouais. Donc là, c'est parcelle fruits, avec les poivrons. Et là, plutôt content par cette variété de poivrons, en fait. Le rendement est vraiment très bon. Après, j'ai des variétés japonaises. Mais franchement, c'était pas l'année à faire du poivron dehors. Donc là, on va arriver dans la période, c'est la période la plus chargée, en fait. L'automne, c'est là où il y a quand même le plus de travail. Parce qu'il y a toutes les récoltes à faire, et puis en fait c'est beaucoup d'implantations à faire. Et du coup tu fais les semis de tous tes légumes? Ouais. Alors j'achète l'ail. Donc j'achète l'ail, les patates. Donc il y a à peu près une petite vingtaine de variétés de courges. Et là j'essaye d'en inclure, je garde une base. Ouais. Et puis j'en inclus de nouvelles. Après, il y en a que j'en enlève. Par exemple, l'année dernière, je fais tout le temps des potimarrons japonais. Et puis les rendements n'ont pas été terribles l'année dernière. Donc j'ai pas voulu en refaire cette année. Et donc je cherche d'autres choses. Pour les semences, tu as fait comment? Quelle a été ta réflexion, ta démarche? Dans le cadre de faire cette autonomie, c'était être capable de faire ses graines, d'avoir de la variété ancienne. Donc quand on voit que tout est standardisé, moi je me suis dit c'est pas possible que je participe à ça, quoi. Beaucoup de maraîchers bio, ils sont parfois un peu obligés de faire de l'hybride parce que les gens ils veulent du calibre. Ils veulent que les légumes ils aient tous la même forme, la même taille, qu'il n'y ait pas de taches dessus, que ce soit un peu comme en supermarché, quoi, mais en bio. Alors après, comme Anne travaillait, et puis n'ayant pas de fait de prêt non plus bancaire, j'avais pas non plus ce souci de remboursement. Donc j'avais le temps de bien réfléchir, et surtout en mettant des vieilles graines. Moi je trouvais ça vachement bien. J'ai appris par la suite que dans beaucoup de villages, des fois la graine, c'était un patrimoine familial, et que dans la famille ça se transmettait. Donc il y avait des villages et même des familles qui avaient leur propre variété.
Et sachant à l'époque qu'il y avait des tas d'interdictions qui existaient par rapport au fait de commercialiser des semences paysannes, j'avais envie de faire quelque chose. Ça, c'était concret, je veux dire, passer de ce boulot d'informaticien où on travaille pour soi, on pense qu'à soi, et puis là, j'avais le sentiment de préserver quelque chose, préserver un patrimoine. Le problème, c'est que à un moment donné, c'est-à-dire quand on vend un légume, une variété, si je dis que c'est du navet blanc globe, faut pas que c'est le goût de chou. Faut qu'un navet blanc globe, il ait un goût de navet blanc globe. En fait, le problème avec les semences, c'est que elles s'hybrident. Dans la pollinisation, les insectes vont polliniser les fleurs des différents légumes, et puis eux, ils sélectionnent pas. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur les différents navets, sur les différents choux, sur les différents légumes, et donc ils vont un peu mélanger tout ça. Et on a, au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle une dégénérescence du légume. Et donc, le problème, c'est ça, c'est conserver la pureté variétale pour conserver le goût du légume. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de préparer les sols. C'est quoi ? Tu fais quel travail sur les sols ? Alors, c'est principalement, comme j'avais beaucoup de liserons quand on est arrivé ici, en fait, toute la parcelle, c'était blindé de liserons. Et la seule solution que j'avais, c'était d'utiliser des outils Adam, donc pas d'outils rotatifs. Là, ça a été un succès, puisque maintenant, il y en a quand même beaucoup moins, quoi. C'est simple, la première année, j'ai fait de l'oignon. L'oignon s'est fait envahir et j'ai rien pu récolter. Là, cette année, j'ai fait de l'oignon. Voilà. C'est pour ça que, là, on voit sur la parcelle où il y avait pas mal d'herbes. J'ai broyé. Donc, j'ai un gyrobroyeur aussi. Donc, j'ai broyé. Et puis après, j'ai mis une bâche pour qu'il y ait une décomposition qui soit accélérée. Donc là, c'est le cas. Par contre, le fait que mon tracteur soit en rade, je ne peux pas utiliser mon canadien pour virer toutes ces herbes. Donc, je suis obligé de le faire à la main pour l'instant. Okay. Et donc, ça prend un peu de retard sur la mise en place. Au niveau des traitements sur les cultures, qu'est-ce que tu préconises ? Qu'est-ce que tu as mis en place, toi ? Aujourd'hui, si on voulait bien faire, on devrait encourager les bonnes pratiques. La base, ce serait encourager un peu plus les pratiques bio plutôt que les pratiques conventionnelles. Et dans le bio, après, il y a bio et bio. Je veux dire, il y en a qui vont souffrir dès que tu as du milieu et puis d'autres non. Donc c'est pas parce que c'est autorisé en bio que c'est forcément bien. Et donc j'ai pratiquement pas de traitement, hormis là cette année on a fait juste du purin d'ortie. Mais je crois que les gens ils en ont rien à faire, quoi. Pour eux c'est bio, c'est bien, mais c'est pas grave si ça a fait des milliers de kilomètres, quoi, pour arriver. Je veux dire, en termes éthiques, moi ça me pose problème. Et ça me pose problème aussi qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'interpellent par rapport à ça. Je pensais que les gens allaient se mettre un peu plus à manger local. Et puis, en fait, c'est pas ça, quoi. Le problème, c'est comment faire pour encourager à avoir des bonnes pratiques. Si on est traité de la même manière ou moins bien, je veux dire, ça aide pas les agriculteurs à basculer. Mais toi, du coup, tu accepterais d'être dans un système subventionné ? Je sais pas. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est bien de vivre que de son travail. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un travail comme les autres. La terre que l'on exploite, elle sera là après nous. Et donc, est-ce qu'une subvention ne permettrait pas à la société, finalement, de poser une garantie sur l'avenir sur le respect des sols qui sont utilisés aujourd'hui par les agriculteurs ? Leur dire, je vous donne une subvention, mais c'est l'investissement que l'on fait pour l'avenir, pour pas que vous foutiez en l'air votre sol. Alors je sais pas comment ça pourrait être fait. C'est pas forcément des aides directes qu'il faudrait. Ça pourrait être la création d'AMAP dans chaque village, avec un soutien de la part de l'État.
surtaxer les produits qui viennent de trop loin pour inciter à la vente locale. Enfin, je veux dire, si on arrivait à mettre en place ce genre de système, c'est que les gens ils auraient pris conscience des limites du bio, même quand ils parcourent quelques milliers de kilomètres, que le bio, c'est le plus important, c'est aussi qu'il soit local. Est-ce que aujourd'hui les prix que tu pratiques, c'est des prix qui sont justes pour toi et pour ceux à qui tu les vends? Pour moi, c'est juste. Après, globalement, ouais, pour les... Non, c'est pas de cet avis. Moi, je trouve pas que c'est juste pour soi parce que ça fait 5 ans et t'atteins pas le SMIC. T'en es même assez loin. Donc pour moi, non, c'est pas ta rémunération, elle n'est pas juste. En même temps, les rendements aussi ont baissé. Quand tu as une année comme cette année où finalement on a une production de tomates qui est quand même pas terrible, donc je veux dire, il y a une perte. Donc cette perte, forcément, elle se retrouve également dans le fait que tu n'as pas de possibilité d'augmenter ton revenu. Je veux dire, c'est en adéquation. Et à partir du moment où Pour toi, c'est plus une question de volume que de prix. Bah ouais. Il faut produire plus. C'est compliqué de trouver un juste milieu. Surtout qu'au début, ce que je voulais faire, c'était avoir une espèce de double tarification. En fait, j'ai toujours considéré que le bio, c'était vraiment les bourges qui voulaient s'acheter du bio, quoi. Enfin, les gens qui avaient des revenus, quoi. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Je trouvais que le bio, tout le monde a le droit de bien manger et de se nourrir sainement et que c'est pas normal que parce qu'on n'a pas d'argent, on achète de la merde. Et donc, je voulais faire une espèce de double tarification. C'est con, hein, mais dans l'idée, c'était ça. Alors après, on n'a pas le droit. Hein, on ne peut pas avoir une tarification à la tête du client. En fait, on a plein d'idées quand on arrive. Hein, et puis après, on est confronté à une réalité de terrain qui n'est pas celle que l'on croyait, mais qu'il faut prendre en compte. Et que finalement, sans aide, c'est vendu pas très cher. Enfin, sans aide, je veux dire, de l'État, national, quoi. C'est pas facile, quoi. Donc voilà, j'ai utilisé la mercuriale de Normandie. Donc une mercuriale, c'est un catalogue de prix. Tous les ans, les maraîchers remontent ce qu'ils ont vendu, à quel prix ils ont vendu. Et après, les associations bio font la synthèse de tout ça et proposent un prix médian. Alors après, ils distinguent la vente en volume, aux collectivités, puis la vente directe. C'est quoi les principaux investissements que tu as dû faire? Les serres, mais je les fais en financement participatif. Et puis le tracteur, le camion. Puis après, en fait, plein de petites choses, des petits outils, parce que quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, on essaye de se dépanner soi-même. Et donc ça nécessite d'avoir un minimum d'outillage. Ne pas aller dans un garage, c'est quand même un gain financier important. Et donc j'ai appris pas mal de choses, mais pour les mettre en œuvre, il fallait de l'outil. Voilà, un poste à souder, j'avais jamais soudé de ma vie, quoi. Donc c'est ça, mis bout à bout, ça chiffre vite, quoi. Après... Je pense qu'au global, ça t'en as eu pour combien? 1002 le tracteur, le canadien, après le broyeur, la planteuse à patates, et là que j'ai acheté en collectif, mais on en a eu pour 700 chacun. C'est à chaque fois, c'est pas des grosses sommes, mais mis bout à bout, je pense que peut-être 6 ou 7 000 euros. Oui, c'est pas facile. Donc mon salaire, c'est 680 net. Mais en arrivant ici, je pensais pas que je ferais ça. Hein. J'étais même assez fier. Hein. Et puis après, avec les enfants qui grandissent et puis les choses à financer, là, il y a 2 ans, je me suis dit que ce serait bien d'augmenter un peu pour pouvoir les aider un peu plus. Et puis, ça n'a pas été possible. Comment ta démarche a évolué dans le temps? Autant j'ai
Une démarche que moi au départ je considérais comme militante, c'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Je trouve ça pompeux aujourd'hui. Je trouve que j'ai plutôt une démarche normale, naturelle. Parce qu'on voit du militant partout, quoi. Un mec qui achète une Tesla, c'est un militant du climat. Et je considère que ce que je fais, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Voilà, mais après, s'il y a des gens qui... Enfin, je leur reproche pas de pas le faire. Parce que l'État, il n'y a aucune impulsion pour faire les choses différemment. Il n'y a personne qui vient me dire c'est bien ce que tu fais, mon gars, continue comme ça, on va faire un plan, on va mettre un plan pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent ça. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce que je fais, finalement, d'un point de vue étatique, on n'en a rien à foutre. Le but, quand tu es militant, c'est d'arriver à un moment donné à faire changer les lois, les subventions qui sont mises en place, les encouragements que l'on fait aux gens vis-à-vis des producteurs quand ils traversent des passes difficiles. Mais aujourd'hui, moi j'ai rien. C'est un peu se battre contre des moulins à vent, quoi. Puis surtout, c'est que je vois pas que ça change, quoi. On fait pas partie des grands acteurs de l'alimentation nationale, quoi. C'est-à-dire, c'est pas sur nous qu'on compte pour nourrir les gens. Ce qui compte, c'est de faire du volume pour assurer l'alimentation de la masse, quoi. En fait, on considère que le bio n'est pas capable d'atteindre les rendements du conventionnel. Donc on dit même si les gens voulaient tous faire du bio, de toute façon, on considère d'un point de vue politique qu'on n'aurait pas les capacités en fait d'autosuffisance alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on ne touche pas au conventionnel. Donc après, je me dis je fais parce que c'est comme ça que moi, enfin, vis-à-vis de moi-même, c'est mon militant vis-à-vis de moi-même en fait, c'est ce qui m'encourage à continuer. C'est continuer à faire les choses en accord avec soi-même. Mais sans imaginer que je vais influencer qui que ce soit. En fait, tu peux réfléchir à plein de choses quand les choses vont bien. Quand les choses vont mal, en fait, il y a un espèce de repli qui se fait. Tu essaies de te préserver et puis de faire en sorte de continuer pour essayer de préparer l'année suivante. Vous avez vu les haricots, en fait, en fleurs? J'aime bien en faire à cette période-ci. Après, le gros problème, c'est les gelées. Donc là, si ça se prend une gelée un peu trop prononcée, je risque de perdre ma production de haricots. Alors j'en ai mis pas mal, parce que faut remonter un peu le chiffre. Et puis j'essaie de faire les choses un peu différemment des autres, parce qu'à cette époque-ci, il n'y a plus trop de haricots, il y en a de moins en moins. Et donc si je peux proposer un produit que les autres n'ont pas, c'est toujours intéressant. Enfin, voilà, mais après c'est un peu le loto, quoi. Là, sur les navettes cet été, j'ai une grosse partie qui, du jour au lendemain, au moment où j'allais commercialiser, je suis arrivé et sur la planche, il n'y avait plus de feuilles. Tout avait été bouffé. Peut-être des chevreuils ou je sais pas. Mais ça avait disparu. Après, sur une petite surface comme ça, ou une petite production, le moindre aléa peut avoir des répercussions colossales sur une saison. Et du coup, là, cette année, tu penses faire combien de chiffres ? Si je fais 7-8 000, ce serait déjà pas mal. Et 2020, je crois que j'avais fait entre 11 et 12 000, je crois. Donc ça m'a permis de pouvoir investir sur mes semences l'année suivante. Et puis j'avais même acheté des arbres pour la forêt comestible. Cette année, ça va être un peu compliqué. À l'année, si tu devais tout faire comme tu voudrais, ça te coûterait combien en semences ? Là, je dois être aux alentours d'un peu plus de 1 000 € là. En plus là, mes graines, je les garde à peu près 2 ans. Quand je prends un sachet de graines, ça va me durer 2 ans. J'essaie de prendre en quantité pour justement pas avoir à les racheter l'année suivante. Et encore l'année suivante, les taux de germination sont suffisamment importants pour que ce soit exploitable. Parce que avec le temps, le taux de germination d'une graine baisse. Et donc si ça baisse, tu es obligé d'en mettre plus. Et puis là en cette saison, le problème il y a beaucoup plu, donc beaucoup de limaces, beaucoup d'escargots. Et donc je m'en fais bouffer pas mal dans les semis. Donc j'en perds pas mal, quoi. Et donc j'ai dû mettre de l'anti-limace. Ça fait partie des traitements que je fais. C'est de l'anti-limace et puis des purins, quoi. Donc ici c'est assez indispensable l'anti-limace.
Donc comme c'est de l'antilimace bio, ça n'a aucune influence en fait, aucune incidence sur les prédateurs des limaces. Comment tu te sens physiquement après 5 ans? Je me préserve plus, on va dire. Quand tu démarres, tu veux tout faire. Et avec les années, tu commences à réfléchir un peu plus, à faire les choses, à accepter en fait que tu puisses pas tout maîtriser, qu'il y a des choses à un moment donné qui t'échappent. Et donc, ça te rend humble en fait les années. Ça t'oblige à être humble. Après, si je voulais, il faudrait s'équiper un peu plus, investir un peu plus et s'agrandir. Voilà, ce serait la solution, mais j'en ai pas envie, quoi. J'ai plutôt envie de diminuer mon temps de travail. Mais comment tu te projettes dans l'avenir aujourd'hui? Je me vois pas dans 10 ans faire du maraîchage. Donc c'est pour ça que j'implante des petits fruits, je mets beaucoup plus d'arbres, en me disant que ce sera peut-être plus facile que récolter des légumes. C'est mieux de récolter des fruits, quoi. Puis je voudrais faire du raisin, des choses comme ça. Donc j'y pense, je mets en place de nouvelles choses et puis je vois un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est viable plutôt à moyen terme? Mais j'aurais bien aimé commencer ça plus tôt, plus jeune. Ouais. C'est quand même des métiers qui sont pas faciles, qui vont à contre-courant de ce qui est privilégié dans la société, quoi. C'est quand même, en plus, c'est dur, c'est pas bien payé. Enfin, je veux dire, c'est la totale, quoi. Donc, c'est important de faire le tri dans ses idées, dans tout ça auparavant, d'avoir un vécu et puis de savoir où on veut aller. On a vu beaucoup de gens qui s'installent, qui démarrent une activité et puis surtout quand tu es jeune, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux créer une famille et c'est pas toujours facile. Et des fois, ça crée des tensions. Donc voilà. C'est bien d'avoir des projets, se tester, mais aussi réfléchir à ce qui peut se passer ensuite dans les années à venir, se préparer, quoi. Imaginer ce qui pourrait se passer et puis faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Parce que le but, c'est de durer. Et surtout de prendre plaisir à ce qu'on fait. Depuis l'enregistrement de cet épisode, il y a maintenant plus d'1 an, Cyril a été contraint d'arrêter son activité, pénalisé par une conjoncture et des circonstances défavorables. Les conséquences du Covid, l'augmentation des charges et l'absence prolongée de rémunération auront finalement eu raison de son activité. Cyril réfléchit aujourd'hui à la suite à donner à son engagement. En fait, on néglige souvent la somme de travail. Donc, quitte à s'installer en étant jeune, c'est bien de le faire en collectif. Et de s'entraider, quoi. Et donc peut-être que c'est ça à la base qu'il faut faire, c'est définir un projet tout de suite en collectif et après c'est collectivement le mettre en œuvre. Un grand merci à Cyril et Anne d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous livrer ce témoignage. On leur souhaite le meilleur pour la suite. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Éléonore Ardelano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast@lesrésistants.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. À très bientôt.